bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai avec moi Moumen. Moumen, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va? Ouais, super. Bon, aujourd'hui, tous les gens qui déploient des Kubernetes et tout, ils sont contents. Mon application, elle est sécurisée, elle est bien. Ouais, je fais du microservice. Ouais, ils sont contents, mais Ouais. ils vont voir que n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, on a avec nous Vincent. Vincent, comment vas-tu? Bien, merci de m'accueillir en tout cas. Ah Vraiment bah, très bienvenue. Merci à toi. Ouais. Hey, Merci d'être venu. Hein. il est venu de loin. Juste pour vous. Franchement, un grand merci. Ouais, Ah, avec plaisir. Donc, je te laisse te présenter. Ouais. Déjà. Alors moi j'ai rejoint la société Point Base il y a quelques semaines. Je suis Cloud Native Security Leader. Voilà. J'ai un profil orienté architecture Kubernetes, architecture cloud. D'accord. En tout cas ça c'est ce que je fais actuellement. Ouais. Dans le passé j'ai un profil un peu pas atypique mais on va dire j'étais pas vraiment destiné à faire de l'informatique. On va en parler justement, on va en parler. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais tu vois, je te laisse la surprise après. Ah bah écoute, c'est une surprise. Je Ouais. l'attends avec impatience là. Bah oui. Hey, il faut savoir un truc. Vincent, comment c'est connu? Sur les réseaux sociaux en fait. Ouais. C'est la base. Je trouve ça magnifique. Le contact est passé vite fait. Et c'était sur LinkedIn, on s'est appelé. Et... Ouais, ça va. On se fait un podcast, ouais. Bah allez, c'est parti, semaine Bah, prochaine, tu je sais, suis là. c'est la force des Des- médias sociaux aujourd'hui. Hein. C'est un peu ça la force Ouais, des de la médias communauté, surtout C'est dans ça. notre domaine et tout. Ouais. Non, mais il y en a différent. qui sont pas ouverts aussi. Hein. Ouais, je sais pas, je suis pas encore tombé dessus. Ouais, c'est peut-être, Mais mais je trouve ça intéressant d'aller discuter avec d'autres. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, tu vois quelqu'un qui fait des podcasts, tu vas discuter avec lui, ça te donne, Mais bien ça te sûr. donne d'autres visions. Exactement, hein, bah, l'échange. d'autres partages. Ce matin, on a parlé un peu de Kubernetes, bah, tu m'as appris pas mal de choses encore là. C'est toujours intéressant. Moi, je pense qu'on devrait faire une application comme Tinder, tu vois. Ouais. Pour les techos comme Du nous. match. Tu matches avec lui, non, tu matches pas. Et voir. Tu sais, je pense On devrait tester ça. LinkedIn, LinkedIn, ils vont nous Ouais, mais racheter. il fait hein. pas le truc match. il Non, match si pas on lui. déploie ça, LinkedIn, ils vont nous racheter. Parce que Ouais. c'est un truc qui manque chez eux. Ouais, on va Ils voir. vont dire, viens, toi, viens, on a besoin de toi. On va voir. Ouais. Du coup, donc aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Donc on va commencer par un peu ton parcours, qui est assez atypique, vous allez voir. Et on termine, enfin ce sera la grande partie, on va parler de la sécurité sur Kubernetes. Ouais. Donc on va voir qu'il ne suffit pas de déployer son cluster et son application, mais il y a pas mal de choses à faire autour de la sécurité. De Exactement. toute façon, tu Ouais. vas nous expliquer tout ça. Ouais, bien sûr. Du coup, il faut savoir que Vincent, là tu es MVP en plus, tu l'as pas dit, mais tu es MVP en fait. MVP? Oui. Non, je suis fellow chez Google. Ah d'accord, je me suis trompé alors. Ouais. J'ai dû mal lire alors. Bon, ok. C'est quoi Fellow pour mon information Je suis spécialisé, en fait, c'est une certification chez D'accord, chez Google ok, Cloud, ouais. où on est spécialisé sur les sujets Kubernetes, multi-cloud, hybrid cloud, D'accord, ok. dont la sécurité, on parle pas mal de ces sujets. Donc, C'est l'équivalent d'un MVP. C'est quoi, c'est une Microsoft certification ou c'est une reconnaissance en fait du c'est plus du une constructeur? reconnaissance, c'est pas une certif qu'on peut passer comme Ouais, ça. c'est l'équivalent d'un MVP chez Ouais, Microsoft. c'est un peu. Ok. C'est pas GDE, mais là c'est vraiment spécialisé sur un produit D'accord. et tout ce qui tourne autour de la D'accord. sécurité cube et ce genre de choses. Voilà, on est quelques-uns, on est un groupe. Voilà, on est un groupe un Petite petit peu dans le communauté en monde. France. Ouais. On n'est pas beaucoup en France, on doit être 2-3 sur cette partie en TOS, mais dans le monde on doit être une centaine, quelque chose comme ça. D'accord. Ah ouais. ok. Sur ce Ok. sujet, voilà, c'est un sujet bien particulier autour de Ouais, Cube. c'est une niche. Hein. C'est une niche, mais du coup, que ça soit chez Google ou chez d'autres, c'est les mêmes problématiques, donc c'est pour ça que j'aime bien. Effectivement. Ouais. Ah, c'est clair. Je sais que vous êtes plus Azure. Ouais. Ouais, nous, on est de plus votre côté, Azure, mais, c'est les mêmes problèmes. Au final, on le discutait tout à l'heure, Ça pas besoin de répète. connaître Azure pour On est se d'accord. rendre compte que il y a des problèmes de sécurité, c'est la même logique. Mais on est d'accord. Du coup, il faut savoir, Vincent, il a enlevé sa combinaison de mécanicien D'accord. Ok. pour prendre les armes et mitrailler des clusters Kubernetes. Ah, En détail. Elle est pas mal cette. Aïe, aïe, cette aïe, intro. ouais. Elle est pas mal. Ah, bien. Non, j'aime bien. Du coup, tu vas nous donner les détails alors. Ouais. Pourquoi t'as enlevé cette combinaison Bah déjà parce que j'ai fait un BEP, un bac pro technicien d'usinage. Voilà, j'étais avec mon tour et ma fraiseuse dans des stages. Donc vraiment pas destiné à aller faire des Rien écoles à voir, quoi. d'IT au début. Pourtant, je me souviens quand j'étais petit,
Je m'étais dit que je serais informaticien. Et puis j'ai vite arrêté parce que voilà. Après, je suis rentré à l'armée. Donc j'ai fait même 2 ans d'armée. Alors quand tu me parlais de mitrailler, Bah oui. ça fait bien le lien. Et tu sais quoi? Je Ça l'ai me lu fait sur rire. ton LinkedIn, j'ai oublié, mais mon subconscient, je pense, il m'a dit, il y Ouais. a un lien quand même. J'ai vu, Ah, j'ai t'étais vu. à T'as fait l'armée. 2 ans d'armée, c'est ça? J'ai fait 2 ans Ouais, d'armée. Ouais. ouais. Bon, c'était pas. Ça m'a apporté quelque chose, les valeurs. Voilà. Bien sûr. Ça La apporte toujours discipline. quelque chose. Discipline, je pense aussi. La discipline et surtout le fait que rien n'est impossible. Ouais. Et quand on croit qu'on peut pas y arriver, en fait on peut y arriver. Et voilà, ça change un petit peu le mindset et c'est ce qui m'a permis aussi du coup de commencer ma carrière dans l'IT. J'ai commencé technicien helpdesk dans une banque en Bretagne où je gérais des tickets. Après je suis passé sur du mainframe, donc là je peux vous dire qu'on est à l'opposé du cloud. Mais comment t'as fait le switch? T'es dans on va dire, la mécanique. Tu dis, bah j'en ai marre, je vais faire l'IT. Il y a un déclic, c'est à quel moment? J'ai pas eu de déclic particulier, c'était surtout sur le fait que j'aimais pas ce que je faisais Ah oui, à l'instant T, tout simplement. tout simplement. Et puis voilà, c'est revenu. J'avais vraiment. Je me souviens quand j'étais très jeune que j'avais fait un site en HTML. Ah, tu touchais déjà en fait. Hein. Je touchais, mais je me souvenais pas et j'avais revu ça après. Et du coup, je pense que dans le subconscient, voilà, je devais pas être très bon à l'école. L'école, c'était pas fait pour Ça moi. reflète pas vraiment le niveau à l'école là, de Ouais, la personne. Hein. et on va dire l'éducation nationale, des fois ça pousse pas forcément. Donc voilà, j'ai abandonné ça, je suis parti sur d'autres sujets, j'ai fait l'armée, et puis après, du coup, j'ai réussi à intégrer ça, et j'ai monté tous les échelons. Ouais. Voilà, je pense que quand on se donne un petit peu de Tu donnes les moyens en fait. quand on se donne les moyens, on peut faire, faut pas griller les étapes. Donc j'ai fait technicien, j'ai fait ingénieur mainframe dans des banques. C'était en quelle année ça? Bon, il y a quelques années, ouais, il y a 6 ans peut-être. D'accord, ok. Voilà. J'ai fait 5 bonnes années, je pense, de mainframe. Ok. Et pareil, on va dans une niche, puis Ah oui. on monte. C'est toujours un peu comme ça. Et puis après, j'étais au Luxembourg, j'étais au mainframe, j'ai changé. Je suis même passé freelance pour me payer des cours Linux. Alors là, je sais pas ce qui m'était arrivé. Je connaissais pas encore Easy Training en France ou je sais pas quoi. Open Classroom à l'époque. Je m'étais passé freelance, j'avais claqué 7 000 € dans tu sais, les subscriptions Red Mais Hat. attention, il y a des formations que tu payes, ça vaut le coup franchement. Hein. Bah, là, j'avais pris 7 000 € en étant freelance. Tu sais, je m'étais dégagé de l'argent du coup Bah oui, c'est normal. pour me payer les RHCSA, les certifs Red Hat et monter en puissance là-dessus. Du coup, voilà, j'ai commencé à être plus spécialisé sur les sujets Ansible et tout ça. Après, j'étais dans une petite boîte. Alors là, c'était été la révélation. AWS, DevOps. Tout un monde. Tout un monde. Foot professionnel si on faisait clic-clic à la main sur le cloud. Ouais, j'étais avec des personnes qui maîtrisaient quand même énormément, où j'ai vraiment beaucoup appris. Donc c'était plutôt sympa. On en reparlera, j'ai une petite anecdote de sécu sur des missions, Ah oui. sur des missions chez eux. Et puis après, j'ai fait Kubernetes Architect. Et voilà, cloud leader sur la partie Google. Et là, je suis heureux d'avoir intégré la société Point Base, où je développe des offres. Je sais pas si on va en reparler après. Bien sûr. Maintenant, Bon, vas-y, parlons maintenant. Hein. où je développe des offres vraiment autour de la sécurité cloud native. Il faut savoir que Point Base, on est spécialisé sur 3 thèmes principaux qui sont l'identité. On travaille beaucoup avec Octa Zero. On a plusieurs personnes qui ont le plus haut niveau de certification sur le sujet. On a aussi un partenariat sur la partie moderne SD-WAN avec du périmètre 80. Donc c'est pour remplacer un peu comme on discutait tout à l'heure en off, les grosses séries de firewall sur l'empilage, l'empilage et la complexité de ce genre de choses. Et ma partie du coup, où là je suis plutôt très autonome et je peux développer des offres donc, sur la partie Cloud Native Security, où je développe des offres qui sont tout ce qui va être Kubernetes Security Audit et Pentest aussi, DevSecOps Pentest et tout ce qui va être cadrage CNAPP. J'essaye d'apporter une autre vision du DevSecOps. On a beaucoup de sociétés qui sont très souvent dans la défense. Donc ils vont expliquer beaucoup, il faut que tu mettes ça pour te défendre et tout ça. Moi j'ai une vision, j'aimerais accompagner et on accompagne les clients à expliquer
mieux les impacts potentiels des misconfigurations du cloud, de Kubernetes, ce genre de choses. Une des problématiques qu'on peut voir, on en a discuté tout à l'heure, c'est parfois certains RSSI qui sont là depuis des années, qui adoptent le cloud en ce moment, n'ont pas vraiment d'appréhension. Ils n'appréhendent pas forcément de la bonne façon tout ce qui va être Kubernetes, les impacts, comment ça doit évoluer et changer, que la sécurité qu'on a mis en place pendant des années n'est pas compatible avec ce type d'environnement, étant donné que pendant des années, voire des dizaines d'années, on était très périmètre au niveau de la sécurité, couche de firewall. Vraiment sur du périmètre, là on est vraiment plus sur du contexte, sur Kubernetes, c'est comme un mini SI. On peut tout mettre dedans, il y a du DNS, il y a de la sécu, il y a du networking, il y a du load balancing interne. Il y a tout, c'est toute une plateforme. C'est vraiment un mini SI, mais du coup ça apporte d'autres complexités, il faut faire monter les équipes en marche. Et voilà. Et très souvent, les cloud providers ils facilitent beaucoup l'adoption de ce type de service. On est dans le manager, service manager, qui dit service manager, tout est géré pour moi, tout est bien fait, j'ai rien à faire, alors que non. Qu'on parle de GKE, d'AKS, de caisse, ou n'importe quoi d'autre, faut pas oublier que eux, ok, ils gèrent, mais toute la partie worker node des clusters, c'est open bar. D'ailleurs, on va en parler. C'est exactement ça. C'est open bar, donc mon but c'est d'essayer d'être vraiment focus sur, ok, expliquer par l'exemple les potentielles misconfigurations, quel impact ça peut avoir, et aussi comment prioriser. Donc si on va prendre, on va aller étape par étape. Donc là, ta vision des choses, c'est que déjà il y a une approche DevSecOps, ça veut dire la sécurité dès le départ, pas à la fin. C'est pas t'arrives à la fin ou non, il faut tout refaire, comme on parlait souvent. Et en plus, on va dire, c'est que c'est pas je viens te dire théoriquement ça, si tu coches, si tu le fais ça, trou, ça va, c'est pas bien mis le à false. Non, toi tu arrives avec du concret. C'est exactement ça. C'est ok. Et je l'ai vu très souvent avec plein de collègues. Oui, bien sûr. Où on va dire, ok, il faut que tu mettes ça à false. Je prends un exemple dans Kubernetes. Host/PC, c'est une fonctionnalité. Faut le mettre à false, sinon on écoute le network interne de l'host, ce genre de choses. Ok, mais personne n'est capable d'aller l'exploiter. Personne comprend. On sait, ok, faut mettre no. Mais ok, mais quel est l'impact réel si tu mets yes? Et ça, il y a très souvent beaucoup de DevSecOps engineers, DevOps engineers qui vont juste mettre false, mais ils ne sont pas capables d'avoir la vision un petit peu offensive des choses. Je te pose une question, je vais faire l'avocat du diable. Allez. Ok, donc je suis une société, j'ai toute une mécanique, on va dire, de déploiement et tout. Et là, donc si je suis ta philosophie, c'est un budget. Ça veut dire, chaque fois, il faut que c'est un audit en vrai que tu proposes ou c'est une approche que tu fais souvent en fait. Genre à chaque fois, faites ça parce que je vais vous démontrer pourquoi. Tu peux pas le faire tout le temps ça, non? Il y a beaucoup de sociétés qui commencent à avoir soit une maturité, ce genre de choses, mais qui n'ont pas une vision, on va dire, externe. Ils ont la tête dans le guidon, ils ont la pression de la prod et ce genre de choses. On est toujours focus à livrer. Très focus. Et souvent, il y a du turnover dans les équipes, il y a des choses qui sont en place. C'est un petit peu comme on faisait avant, je touche ce truc, tout va s'écrouler. Mais le but, c'est d'aller apporter un petit peu une vision extérieure. Ok, tu as mis tous ces process en place, ça, c'est pas sécurisé. Pourquoi c'est pas sécurisé? Comme je le disais juste avant, est-ce que c'est un coût? Est-ce qu'on doit le faire tout le temps? Je considère que ça doit être important d'avoir une vision offensive des choses. Le fait que dans l'équipe DevSecOps, dans l'équipe DevOps ou dans les équipes, j'aime pas trop dire, mais DevOps, ça veut tout et rien dire, mais que quelqu'un soit capable de prendre assez de recul pour dire, ok, est-ce que cette configuration a potentiellement un impact? Est-ce que je me fais, si quelqu'un arrive à aller écrire dans mon repository, est-ce qu'il peut... je sais pas, aller choper les crédentials du cloud, aller faire une escalade dedans et faire joujou, cryptojacking et compagnie, quoi. Le but, c'est de prendre un peu de recul et travailler avec eux sur, ok, vous avez fait tout ça, c'est bien, il y a la pression, il y a plein de choses qu'on sait, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas toujours simple, il y a la pression du métier aussi, mais c'est de revoir aussi un petit peu avec eux
et de les forcer à prendre une position un petit peu d'attaquant euh, pour, euh, pour qu'ils se rendent compte vraiment potentiellement, Sensibiliser vraiment le... pour les sensibiliser à ok, tu fais que défendre, tu défends bien, c'est bien ok, mais regarde comment on peut réfléchir, regarde comment je peux utiliser des outils type, par exemple, il y a un outil que j'aime bien, c'est Gitlix, pour aller dans les repositories, en 3 clics, tu peux regarder si tu n'as pas des secrets qui traînent dans des commits. Et il pompe tout le... voilà, il va aller dans tous les commits, que tu en aies 8000 ou machin, ça te prend Quel que moins soit de le 10 000. langage. Ouais, mais il va aller chercher tous les types de secrets, AWS, les private keys, Pas mal ça. voilà, côté mis des passwords, tu vois, il a plein de trucs qu'il check. Parce qu'on a son RQ par exemple, mais s'il couplé au langage, là, ton Là, outil, il est... là c'est la détection de secrets dans D'accord. les repositories. Agnostique du langage. Ouais, il va chercher surtout des secrets. Il va pas chercher, Super. il va pas te, c'est pas un SonarQube, un sneak ou machin qui t'analyse le code et qui te fournit potentiellement des vulnérabilités. C'est pas du tout ça. Hein. Là, mais ce que j'ai pu voir moi, c'est vrai, c'est souvent, je suis sûr que ça a dû arriver même à moi. Hein, c'est, je push, oh mince, je repousse, je delete et au final, Mais il reste dans l'historique. le secret il est dans le commit, tu vois. Ouais. Et le truc après, c'est que, ok, le turnover, ça tourne, machin. Du coup, plus personne sait. Il y a 852 commits sur le repo. Et ton outil détecte même l'historique en fait des commits. Bah oui, c'est ça le but. C'est aller détecter, par exemple, que dans un commit, il y a 8 ans, il y a un secret. Ouais, il a expiré pendant 8 ans, j'espère. Hein. Peut-être pas 8 ans, mais... mais oui, quelques mois, quelques jours. Un exemple tout bête, un stagiaire. Oui, Stagiaire. C'est arrivé dans une boîte où j'étais, où ils publient les AWS keys sur le repo. Ouais. Et là, t'es pas bien quand AWS t'envoie un SMS en disant « Attention, c'est publiquement accessible dans le repository. » Parce qu'en fait, il y a des robots chez AWS qui scannent tous les repositories GitHub et tout ça. Mais ils scannent que ça. Bah, en tout cas, là, ils scannaient que ça. Mais si t'as t'as les Google Access Key, t'as un paquet de trucs, des SSH Keys pour tout ça. Se connecter. Et ça peut très vite arriver, tu vois, des équipes juniors, ce genre de choses qui poussent des trucs. Faut être capable d'avoir une vision offensive. Non, on est d'accord. Une vision offensive. Les DevOps vont dire, ok, on passe à autre chose, on déploie. Mais il faut quelqu'un, soit dans des équipes de pentesters qui sont orientés sur ces sujets, soit dans l'équipe DevSecOps qui dit, ok, faut qu'il ait un peu l'esprit tordu, quoi. Je pense qu'il faut essayer, tu vois. Mais on n'est pas câblé, enfin les devs par exemple, ils sont pas câblés comme ça. Hein. Si tu prends un pentester, bah toi tu le sais. Ils réfléchissent différemment. Et voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans un cluster Kubernetes, par défaut, c'est open bar sur n'importe quel hyperscaler. C'est-à-dire, tous les pods communiquent entre eux, tu peux monter n'importe quel repository, n'importe quel répertoire des hosts dedans, et du coup, injecter des pods statiques, et qui sont en plus, du coup, non supprimables depuis la PidCube, récupérer le rôle d'administrateur, escalader dans le cloud, ce genre de choses. Une faille sur Azure, tu peux choper en fait la clé en fait si tu les inspires pour parce qu'il y a une identité qui déploie sur le RG Manager et si tu la chopes tu peux déployer pas mal de choses. Tu peux escalader effectivement. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est très facile dans les clouds. C'est ça aussi la beauté du cloud. C'est tu cliques, ça passe. Ouais, c'est un peu le côté obscur. C'est que là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est super intéressant. C'est-à-dire que le cloud, c'est assez simple, mais ça apporte son lot un peu de problématiques et de failles. Moi, je voulais juste avoir une précision sur... parce que tu as évoqué Pointbase. Je pense que c'est une entreprise qui a une offre de service assez moderne, qui fait de l'identité, tu as évoqué l'SD1 aussi, et toute la partie un peu sécurisation. On va dire Kubernetes, peu importe la plateforme, cross-platform, etc. Sur ces aspects-là, toi, tu te positionnes comme évangéliste chez les clients pour dire voilà ce qu'il faut faire. Pas voilà ce qu'il faut faire, c'est pas le but. C'est tu t'accompagnes les clients à la transformation de l'existant, c'est-à-dire de la remédiation. Ou bien tu vas dire que je vais faire un audit, j'aurai un état des lieux. Ça veut dire, j'aurai un état des lieux pour dire, ok, sur vos clusters, voilà ce que vous avez plus ou moins comme template ou comme pattern de déploiement.
Parce qu'en général, on parle de pattern de déploiement. Voilà, on a un pattern, on va le figer et on va le redéployer N fois. Tu vois. Bien sûr, il y aura des changements, il y aura des adaptations, mais le corps, ça va rester le même. C'est-à-dire que chez Pointbase, ta vision, c'est de se positionner faire un audit, un assessment, pour dire, les gars, voilà plus ou moins vos configurations actuelles. Est-ce que tu as abordé l'aspect humain? Parce que l'aspect humain il est important aussi. Pour voir un peu le skills des équipes, parce que là on parle plus technique, opérationnel, etc. Mais est-ce que vous allez aborder l'aspect skills des équipes ou l'aspect humain pour dire, les gars, Phishing, le niveau des équipes, voilà, pas- le niveau pas des besoin. équipes, ouais, le niveau des équipes en termes techniques, opérationnels, on se positionne sur, le curseur va être sur, voilà, si on parle de low, medium, high, ça va être du medium, ça va être du high, ça va être machin. Social engineering et tout, Ouais. t'inclus tout. Est-ce que c'est ça, tu parles de ce qu'ils incluent Plus, Non, plus mais- la partie skills, tu vois. Ouais. la Ouais, partie mais par technique, exemple, skills. ouais, je peux comprendre, par exemple, quand on prend parfois trop de juniors. Ouais, voilà. Ce qui peut arriver, c'est une incompréhension on va dire, des systèmes sous-jacents. Le Kubernetes, c'est magique. Clic, clic, clic. Les pods, ça se lance. J'ai une app, youpi, youpala. Sauf que après, le fait de comprendre, par exemple, de comprendre comment les pods communiquent entre eux, bah, ça, faut une notion de réseau, par exemple, qui sont C'est trop clair. souvent sous-exploités pour les nouveaux et ce genre de choses. Ouais. Et pourquoi moi j'aime bien... tu parles, par exemple, il y a certaines personnes ou certaines entreprises où il y a beaucoup de juniors et ils vont avoir du mal à comprendre l'importance de mettre en place un admission contrôleur comme OPA, Kyverno, Même confirmé, hein. ou même peut-être confirmer. Tout ça parce qu'il faut comprendre le sous-jacent à tout ça. Le sous-jacent à tout ça, c'est que tout est sur un kernel. Ouais. Au final, on revient à la base de la base. On a un système Linux avec un kernel, des user namespace, des conteneurs qui sont dedans, mais on revient aux bases du Linux. Donc, comprendre comment le conteneur peut interagir, peut utiliser des fonctionnalités et tout ça, si tu n'as pas compris que en utilisant certaines capabilities, tu peux faire ce que tu veux sur le cluster, faut que tu comprennes ces choses-là. Donc, ouais, le but c'est aussi de sensibiliser à ça et peut-être les faire monter un peu plus en compétences. Ouais, Et on le voit, hein, on a vu beaucoup, je trouve, ces dernières années, de boîtes ou en tout cas d'hyperscalers qui étaient très dans le cloud, c'est magique. Et maintenant, on a des C'est boîtes sûr. qui sont intéressantes, hein, qui sont un peu solo.io, Cilium et tout, où ils ont, tu vois, comment on pourrait appeler ça, une communication qui est vraiment très technique, qui revient aux bases et qui remet un peu disons, c'est pas Remise en magique. question et. Avec par exemple la montée de PBF en puissance et ce genre de choses. Faut que tu expliques c'est quoi PBF. Euh, Parce que, en fait, toi, on va dire ton plus, c'est que il a fait du système. Je fais du système, ouais. Les développeurs, généralement, ça fait pas du système. Les gens qui font de l'infra, peut-être un peu, mais Ouais. il n'y a pas cette sensibilisation de kernel, tout ce que tu racontes par exemple là. Je suis sûr que beaucoup de développeurs, ils comprennent pas. Il y a souvent des devs qui passent en mode DevOps. C'est ça. You build it, you run it, là. Oui, oui, oui. Ça scale pas déjà. Il y a un peu... Là, on bifurque un peu, mais je trouve ça super intéressant. Oui, t'inquiète. C'est sur la partie... j'ai fait une table ronde il y a 2 semaines, un petit peu. Sur le la sujet. plateforme. Sur Platform Engineering. Ouais, j'ai vu, C'est c'était top. c'est un peu tout ce qui est DevOps désillusion, quoi. Ouais. Ça scale pas, you build it, you run it. Sur des toutes petites structures, c'est bien. Quand on monte à l'échelle, la gestion de la sécurité, la gestion de la gouvernance, que tout le monde utilise les mêmes patterns et tout ça. Voilà. Faut normer, il faut compter à grande échelle, c'est sûr. C'est... Mais du coup, comme je disais, en fait, donc là, ce qu'a dit Moomin, toi, tu as parlé d'audit, mais je pense que l'offre que tu es en train que vous avez, c'est Pentest, en fait, spécialisé dans le Kubernetes. C'est pas je te fais un audit, mais je vais te montrer que ton truc, voilà, il tient pas. Il y a plusieurs, on va dire, possibilités. Il peut y avoir la partie purement Kubernetes Security Audit. On va vraiment auditer avec eux la configuration. Il y a le pentest.
Je vais pas, moi, être, disons, focus sur la partie pentest applicatif. Il y a des gens qui le font très bien. Ouais. C'est pas vraiment mon sujet. Moi, c'est plus, ok, mettez mon pentester dans une position de développeur. Et voilà, laissez-le. Et on va voir jusqu'à où il arrive à Pas arriver. mal ça, c'est pas mal. Ou, vous êtes sûr que votre cluster est sécurisé, ou vous êtes sûr que votre fleet de cluster est sécurisé. Ok, bah on va voir. On va voir, est-ce que je peux pas... un truc tout bête, très souvent, on va déployer du Vault dans un cluster cube, on va dédier des nœuds dans un cluster cube, mais techniquement, rien n'empêche à un pod, si on n'a pas mis de policy controller, d'aller défoncer le Vault. Si on a une vision un peu tordue comme moi, on trouve toujours une solution. Et là, du coup, ça demande à mettre d'autres types de pratiques en place. C'est ça. Mais c'est ça, c'est security audit, pentest vraiment, disons, autonome sur ces parties DevSecOps, donc sur la partie CI/CD, on peut faire de la CI/CD poison, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller récupérer les crédentials, on peut utiliser des clics, on peut très souvent aussi, ouais, c'est on a la flemme d'aller configurer des services accounts IAM précis. Quand on fait du Terraform, DevOps, blablabla. Donc c'est très souvent limite admin, voilà, c'est open bar. Il n'y a pas le réflexe de list privilège. Voilà, le list privilège, il n'est pas là. Rien qu'on parle de ça. Après, on va par exemple, comment depuis une CI/CD, je peux devenir admin du cluster. Parce que vous ne faites pas de contrôle en amont. Moi, je déploie un pod depuis une CI/CD sans avoir les accès. Pour avoir X, Y moyens, je mets 6 netadmin, 6 admins en capability, je deviens maître du monde dans le cluster, c'est open bar. Ou, on déploie un pod et j'utilise toutes les techniques possibles. Ça peut être de l'internal DDoS, ça peut être de péter les applications. Internal DDoS genre tu lances une attaque DDoS dans le cluster lui-même, c'est ça? Étant donné que c'est le monkey cow un peu... Très souvent, les DNS sont protégés. Ouais. Les externes DNS, ça fait des dizaines d'années que c'est protégé. C'est le monde, il vit comme ça. C'est très bien. Sauf que le cube DNS dans le cluster, c'est un DNS à part. Ah oui. C'est un univers dans un autre univers. C'est un univers dans un univers, c'est un mini-SI. Donc il y a soit on le défonce, ce pod, on balance des 200 pods et on le matraque de demandes. Soit ça peut être sur n'importe quel, j'ai réussi à hacker depuis l'extérieur le front, étant donné qu'il n'y a pas de network policy, c'est open bar, et je fais du DDoS sur tous les services internes. De toute façon, on va en parler de cette partie-là. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un jour, je te déploie un cluster, un épisode, on l'appelle Vincent pour l'exploser. Tu vois. D'ailleurs, vous allez faire ça, tu m'as dit ouais, on va organiser des hackers et tout. Dans les semaines à venir, avec... peut-être du sysdig pour défendre et nous, et moi j'aimerais bien être dans les deux, la défense et l'attaque, j'aime bien, je trouve ça fun. Donc voilà, une équipe de pentesters qui sont vraiment qui ont une appétence forte sur les sujets containers et cubes, et sysdig ou nous, ou côté défense, et le but c'est c'est attaque-moi si tu peux. Attaque-moi si tu peux. Ou attrape-moi si tu peux aussi. Catch me if you can. Voilà, mais c'est ça, c'est un petit truc sympa. C'est cool. Ça va te documenter, ça va te filmer, ça va te... Ouais, ça va être filmé. On va faire ça bien pour que c'est un réel sens. Et si je reviens un petit peu à nos offres, donc on avait le pentest comme ça, et une chose que j'aimerais bien encore plus pousser, c'est comment on fait un petit peu un pentest à 4 mains. C'est on revoit ensemble les misconfigurations que je trouve et tout, et on exploite ensemble. Regardez, je peux le faire depuis là, mais je peux le faire aussi depuis votre CI/CD, et je peux faire ça, je peux remonter sur votre Vault. Mais le fait, c'est d'expliquer, et c'est important d'expliquer parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des RSSI, ce genre de choses, ils ont besoin de comprendre mieux les risques pour mettre plus de remédiation en place et ce genre de choses. Donc nous, on va être sur cette partie-là. Et après, on a d'autres offres qui vont être plus sur la partie cadrage, cloud native, application de protection, et sur toute la remédiation après. On propose des remédiations,
Et on a d'autres offres où on est là, on est plus dans, ok, on accompagne nos clients à renforcer, à renforcer vraiment. Vous les attaquez, vous montrez voilà, les Ouais, vulnérabilités, et vous leur montrez quand même à vos clients comment se défendre quand même après. Dans un engagement type, si on prend un engagement type de point-based de vente chez un client, pour toi, c'est quoi l'idéal, on va dire chez les clients, on va dire l'engagement client, c'est quel type de profil tu veux avoir en face en fait? Est-ce que tu veux avoir, on va dire, des profils on va dire polyvalents? Tu auras des DevOps, tu auras des ingé admin 6, tu auras des mecs de la sécu, tu auras des mecs du network, tu vois, un peu polyvalent, ou bien tu veux des profils bien spécifiques. Pour toi, c'est quoi l'idéal en fait? Côté client pour travailler avec eux? Pour travailler avec eux, pour les sensibiliser, pour évangéliser, en fait, c'est quoi pour toi le type? Moi, ça va être de travailler avec tous les intervenants vraiment de l'application Lifecycle, de comment ils vont push, comment ils sécurisent potentiellement le code, tout aussi comment ils sécurisent la partie infrastructure as code, et aussi comment ils gèrent la partie pull request, qui peut faire quoi, comment. Il y a toute cette partie que tu disais tout à l'heure un peu humain. C'est quoi le risque dans les pull requests? C'est que mes appareils poussent un code. Ça peut être, imaginons, tu as configuré un pipeline qui, lors juste de l'exécution d'une demande de pull request, fait quelque chose. Et si tu as capacité de un petit peu empoisonner ce truc-là, tu peux faire des actions alors qu'il n'a même pas validé. D'accord, ok, je vois. Okay. C'est un peu ce genre de choses, mais le but c'est d'avoir un petit peu tous les architectes cloud, les architectes un petit peu responsables de la sécurité, parce que c'est souvent pas la même chose, c'est des équipes différentes, mais c'est tous les intervenants qui ont une potentielle responsabilité ou qui tiennent l'engagement de sécurité, de compliance. C'est intéressant aussi la partie compliance, c'est comment je m'assure à n'importe quel instant que je suis compliance. C'est aussi discuter avec ces équipes-là, comment ils s'assurent en permanence qu'ils sont compliant. Ça veut dire que tu positionnes en fait des curseurs sur la compliance demain, en collaboration avec le client pour dire ok. PCI DSS, IPA, par exemple. tu dois respecter tel et tel, tout doit être encrypté, tout doit être chiffré, toute communication doit être chiffrée. Tu dois t'assurer que les secrets soient lus par X et Y personnes, ce genre de choses. Dans le monde réel, il dirait ok, c'est géré Vault, c'est géré machin, truc, mais dans un cluster cube, il y a toute la partie airbag, du coup, qu'il faut vérifier qui a accès à quoi. Il y a des benchmarks automatisés, je prends l'exemple de Sysdig, ce genre de choses, où ils vont vous lister, ou même l'exemple Azure Defender, ou ce genre de choses qui vont vous dire attention, tu n'es pas compliant, parce que en fait. voilà, tu n'as pas fait ça. Et encore, des fois, je suis pas tout à fait d'accord avec. Des fois, ils vont dire t'es compliance parce que tu as activé les network policy. Ok, c'est cool, tu as activé les network policy, mais ça veut pas dire que tu les utilises. Ça, c'est en termes config, exactement. Tu les utilises bien. Si tu ouvres le mauvais flux entre les deux pods. C'est un peu ça. Et des c'est fois, pas assez. Et c'est pour ça que tous les outils comme ça, c'est important pour les clients qui soient aussi accompagnés, qu'ils ont une vision. De la sécurité qui soit, comment je pourrais dire, qui soit... Superficielle qui soit trop superficielle. Par exemple, il y a plein de choses qui peuvent altérer la sécurité. Il y a le fait que ton application, par exemple, imaginons, je veux faire tomber un pod en particulier dans le cluster, ou je veux faire tomber une partie du cluster, j'ai accès à rien, mais j'ai oublié de mettre des quotas et des limites. Je stresse mon propre pod. Et si on n'a pas mis par exemple, de priority class name dans les pods, ou on n'a pas mis de QoS en particulier, ils vont tomber. Et si nous, par exemple, on a mis une priority class name ultra avancée, système not critical, ce genre de choses, et qu'on a envie de faire tomber tout le reste sauf nous, on bombarde le cluster, même qu'on n'ait pas les droits. On déploie un node, on met un outil de stress dedans, on fait scale x 200, tout ce qui n'est pas system not critical et tout ce qui a une QoS pourrie, ils vont tomber, et toi, tes services, ils vont monter au-dessus. Tu peux faire plein de choses. En fait, on va dire, si on résume l'histoire, donc toi, ton approche, c'est que tu casses
le paradigme part du pragmatisme. Donc voilà, il y a des normes. Non, moi, je vais voir le terrain, ce qu'il dit. C'est ça, c'est... Donc il y a des trucs qui servent à rien. Ça sert à rien de se prendre la tête, je sais pas, tu as des exemples, tu m'as donné un exemple. C'est par exemple, tu m'avais posé un petit peu... Un Nginx par exemple, voilà, une image. Tu m'avais parlé des problématiques de Defender, Azure Defender et ce genre de choses, Oui. et qu'est-ce qu'on peut apporter autour de tout ça. C'est, par exemple, c'est vous aider ou des entreprises dans la priorisation. On prend l'exemple l'image Docker d'Nginx, elle contient 460 vulnérabilités. Si on le fait passer un scanner SysDig, c'est énorme, hein. Il y a 460. Mais tout ça, ça vient d'une libSSL, blablabla. Le but, c'est, imaginons, voilà, on a un client, il a Azure Defender, il a ses vulnérabilités, il a une vue du runtime et tout ça. Notre but, c'est OK, c'est votre budget RSSI, votre budget DevSecOps, il n'est pas extensible. On va travailler avec vous sur la priorisation de où il faut mettre l'accent. Je prends un exemple. OK, on fait une CI/CD, on va mettre du Trivi, du Clair et ce genre de choses pour s'assurer de la sécurité, qu'il n'y a pas de faille et tout ça. Des fois, on va un petit peu bypasser ce truc pour le déployer quand même en prod. Et on va utiliser des outils de runtime protection qui vont détecter, attention, l'image qui tourne là, elle a 462 failles. Ok, mais est-ce que ton application utilise réellement la librairie en question? Est-ce qu'elle l'a montée? Les outils comme SysDig, par exemple, vont te dire, ok, ils vont t'afficher un truc dans ton cluster, telle image 460. Et toi, ou notre travail, ça va être de dire, ok, est-ce que dans ces 460, il y a telle et telle librairie qui sont montées en mémoire, donc qui sont utilisées par notre application. Donc là, ça va redescendre à 20. Est-ce qu'il y a une exploit publique et depuis quand? Hop, à 2. Et là, tu te concentres sur celle-là. Ouais. C'est pas l'approche, tu vois. C'est super intéressant. Là, et je vais rebondir sur ça, en fait. Parce que là, tu as évoqué SysDig, mais comme toi, tu étais militaire, forcément. Militaire, champ de bataille, tu vois. Pour aller dans le champ de bataille, bah, en fait, il te faut un équipement. T'as vu son langage? Je m'étraille des... Ouais, c'est ça. C'est bien joué, ça. Bien vu, l'analogie. En fait, voilà. C'est quoi, en fait, ta boîte à outils, toi, demain Pour sécuriser. Hein. Pour sécuriser, pour identifier, pour auditer, tu vois. C'est quoi la boîte à outils, on va dire, de Vincent aujourd'hui, quoi? Ouais, on a un cluster, on t'appelle, t'arrives avec ton matos. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est quoi ton matos? Déjà, on va prendre un cluster standard. Déjà, on va faire les bases, juste, ça va être, par exemple, dropper tout le trafic. Network Policy, on autorise juste le DNS à être appelé, et tout trafic après... Comment tu fais ça, en fait? C'est juste des Network Policy, par exemple... chez Azure, chez Google. Mais quand tu arrives, je te donne le cluster, tu peux, on va dire, on va commencer high level. Hein. C'est quoi l'approche? C'est que peut-être t'audites un peu ou t'attaques directement? Je pense pas. Non, là, tu me parlais pas d'audit, tu me demandais comment je sécurise. Donc Ok. Non, mais peut-être la question de moment, toi, tu veux. Plutôt je te donne un cluster, je veux le faire descendre, c'est ça? C'est pas un audit, du coup. En fait, l'approche de bout en bout, quoi, tu vois, ça inclut... Mais quelle approche, d'audit ou de pentest? En fait, ça inclut l'audit et par la suite, éventuellement, de pentest ou autre. Apparemment, non. On te laisse, vas-y, explique-nous. Nous, on veut voir notre cluster, s'il est sécurisé ou pas. J'ai une plateforme, c'est ça ce qu'on cherche, nous. Par exemple, il y a des questions toutes simples à se poser. Ouais. Est-ce qu'on a mis en place des network policy? Est-ce qu'on gère le trafic? Comment on le gère? Est-ce qu'on a mis un open policy agent? Un admission contrôleur open policy, Kyverno et ce genre de choses. Comment on contrôle quel déploiement est autorisé ou non pour atteindre quel type de compliance, IPA, ce genre de choses. Il va y avoir après toute la partie flux, ou en tout cas communication interpod. Étant donné que les network policy c'est layer 3, layer 4, IP TCP, ce genre de choses, IP protocole, comment je contrôle le flux entre mes pods? Ok, bah t'es autorisé à appeler tel autre pod, mais pour faire quoi? Du post, du get, ce genre de choses. Par défaut, Cube, il fait pas ça, hein, il fait pas. Non, il fait pas. Il fait pas ce genre de choses. Donc là, ok, bah t'as la partie service mesh que tu dois mettre en plus, faire des autorisations de policy, on a discuté lors de la préparation, tout ce Après, le service mesh, est-ce qu'il est tout le temps obligatoire?
Ça peut... Il y a toute une gestion quand même de service mesh. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir un truc managé chez les cloud providers pour qu'ils gèrent la partie control plane et toi tu es juste la config et encore. AKS par exemple, tu n'as pas un service mesh par défaut, il faut que tu l'actives. Ouais, bah, dans après, tous les hyperscalers, il peut poser des problèmes, je sais pas, mode certificat, je sais pas. Hein, tout ce qui va être gestion de certificat, c'est le but des services mesh qui te gênent pas. Il va automatiquement, avec Citadel, si on prend l'exemple d'Istio, il va automatiquement gérer, pousser les certificats, pousser les nouvelles règles. Centraliser. Voilà, le but vraiment du service mesh, c'est un peu de décorréler la partie logique, business, applicatif, de toute cette partie-là. Donc l'injection automatique de sidecar et qui va te gérer l'authentification, il va te gérer l'encryption, il va te gérer le rate limiting, il va te gérer toutes ces choses-là que un développeur ne doit pas faire. Non, ça surtout n'a pas. aucun sens de faire ça. Tu me parlais d'Nginx, oui. Ce genre de choses. Faut décorréler un peu cette partie, comment mes pods interagissent entre eux, de la partie logique business dedans. Donc il y a toute cette partie-là. Il y a après aussi toute la partie airbag, de me mettre trop de rôles. Mais tout ça, tu mets un scanner dans l'outillage que tu arrives. Tu peux avoir tout ce qui va être Kubebench. Voilà, nous c'est ça qui nous intéresse. T'arrives, t'as ton cube, tu prépares ton matos pour le... Tu vois. C'est quoi ce matos-là? Tu vas avoir des outils comme Kubebench. Okay. Ça fait quoi ça? Ça va te dire toutes les... Pas les vulnérabilités, mais dans Kubernetes, c'est très souvent de la misconfiguration. Voilà. Ce que tu as oublié. Voilà, ce que tu as oublié, tu n'as pas mis en place, et du coup, ça te permet de faire de la... Tu as mis le route dans ton pod. Tu as mis le route dans ton pod, mais en gros, c'est ça. C'est Kubench, tu vas le lancer, il va te dire, OK, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça, t'as pas mis ça. Tu peux utiliser des trucs comme RBAC Visualizer pour dire, OK, vas-y, va dans le cluster et dis-moi qui a droit de faire quoi. Est-ce qu'il y a des droits qui sont ouverts? Tu peux l'utiliser sur les hyperscalers? Ouais, oui. Ok. C'est RBAC Visualizer, c'est ça? Ouais. Il te montre, il t'a cartographie, c'est pas mal ça. Tu as les trucs comme CubeSpake et tout ça qui t'analyse. Et après, tu as des outils comme KubeHunter. Il y a plein d'outils, KubeBench, KubeHunter. Puis il y a plein de gens qui s'amusent à faire des scripts aussi. La problématique de ces choses-là, c'est que très souvent, ils vont checker des choses. Checker sur un hyperscaler, je sais pas, des trucs. Par exemple, souvent, ils vont pas aller checker que tu as mis Workload Identity d'activer, ou ce genre de choses. Des trucs très spécifiques au cloud provider. La sécurité ou ce genre de choses, il y a un outil que j'aime bien, qui est fait par un G2 français. Qui fait par un G2 français qui est Cuboscore, c'est en gros tu lances et il te lance des scénarios lui dedans. C'est pas mal ça. Par exemple, et c'est ça la différence entre certains scanners ou certains tests qui vont faire. Est-ce que tu as les network policy activés? Oui, non. Juste parce que il a vu que c'est activé, mais ça veut pas dire que c'est utilisé. Ou par exemple, si tu veux tester que le trafic interne namespace est refusé, certains outils comme ça, ils vont tout simplement créer 2 pods dans ton cluster et tester la communication. Juste pour te le prouver en fait. Juste pour te le prouver que ça marche. Ou lancer des pods en route, ou lancer des pods en HPC, et ce genre de choses. Et tout notre rôle, c'est pareil, on parle de la sécurité, mais il y a la résilience. Est-ce que tu as un backup d'activé? Oui, non. Comment il est activé? Tu fais tomber les pods. Et c'est pareil, tu l'as activé, c'est cool. Est-ce que du coup tu es activé, mais toi tu as le droit de prendre un accès en route, donc tu peux aller défoncer ce truc-là, récupérer le token dans un S3 qui est je sais pas où, et récupérer les states, tu vois. Quand tu as un esprit tordu, tu peux faire des trucs sympas. C'est clair. Ça, tu le fais sur la prod ou Mais toi, tu l'es dans mes pensées, c'est ce que j'allais lui dire. Comment dire Parce que là, ça me fait peur. Hein. Moi, je suis responsable métier ou responsable infra, tu me dis je vais faire ça sur la prod, moi je commence à... Le but, c'est de le faire ça sur la pré-production, généralement. Pré-prod. Le problème... C'est pas intéressant de le faire en prod. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit ISO. Si c'est pas ISO, non. C'est compliqué. Après, le but, c'est aussi de faire ça, pas sur des namespaces,
Voilà, où il y a un truc ultra critique, quoi. Service C'est de clair. paiement, je vais pas aller le Bombardé. bombarder. Mais le but, c'est quand même faire ça dans un environnement. Qui se rapproche le plus possible de la réalité, en fait. C'est ça. Et personnellement, je peux te dire, si le mec il me donne le code de la config, je sais à peu près qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Voilà, je peux lui montrer en 2-2, ok, s'il me dit, ok, j'ai ça dans mon cluster, où je fais en quelques minutes, on peut regarder qu'est-ce qu'il a mis, ce genre de choses. Tu vois, audit et pentest à 4 mains, c'est bien, tu vois. On se connecte ensemble, vas-y, dis-moi ce que t'as, ok. T'as pas d'admission contrôleur, ok, c'est mort. Voilà. Ouais, il y a des Dodo. trucs dès le départ. T'as pas de tu vois, il y a des trucs, tu me dis non, c'est bon, c'est fini. Quoi. Tu vois. Oui, tu le vois. Laisse tomber. Tout Ça ce que sert à t'as rien mis, d'aller plus loin, en Tout ce fait. que t'as mis en avant, ça sert à rien. tu Oui, vois. je vois. Des Mais- trucs, ouais. Et, Parce qu'en fait, les pentests, parce qu'il y en a où tu es obligé de faire la prod. Et il faut savoir, moi, je voulais être pentester au départ, hein, quand j'étais jeune. On m'a pas accepté. On m'a dit, t'es trop nul. Les questions, ils étaient. Je voulais faire ça par fantasme. J'aimais mais trop c'est ça. pareil. Mais j'avais pas les compétences. Ils m'ont pas donné ma chance. Après, j'ai switché. Quand tu es étudiant, tu cherches un stage, on en parlait déjà. T'as pas le temps, sinon ton visa expire, tu reviens chez toi. Du coup, j'étais obligé de faire autre chose. Bref. Et du coup, donc, je sais, moi, les pentesters, j'ai beaucoup échangé avec eux. Des fois, tu es obligé de faire la prod. Mm. Et il faut que tu signes une décharge avec Voilà, le client. C'est très cadré. Ah oui, C'est c'est. très très cadré. T'as droit, voilà, ça peut être. Moi, je suis pas pentester personnellement, je pousse. Oui, cette oui, idée-là toi, tu montes une équipe. Et je enfin. monte des équipes où il n'y aura pas que des profils comme ça, mais avec un petit peu mindset, voilà, qui aime bien tout casser. C'est ça. Mais, Les gars, il faut que tu le retires. Faites pas la preuve, faites pas la base de données. Toi, t'as Mais le truc où t'as c'est- pas le droit de faire. Hein. c'est t'as tel nom de domaine, sous-domaine autorisé. C'est ça, Tu dois ouais. pas utiliser de social engineering, tu dois pas utiliser. Nanana. Après, il y a des pentesters, j'avais discuté quand j'étais au Luxembourg. C'était open bar, quoi. À la limite avec du physique, quoi. Tu vois, c'est. Il y a plusieurs niveaux du Ouais, pentest. Hein. Je sais qu'il parle il y en a qui parlent de social engineering. Il y en a qui parlent de. Ils rentrent dans ton immeuble. Ben, j'ai vu un gars, il m'a raconté. Il a parlé avec un gars qui travaille qui était dans un bureau. Il lui a dit la salle des serveurs, elle est où, juste pour faire un truc. Et le gars, il lui a montré, il a même aidé à rentrer. Ouais. Il prenait du plaisir à l'aider. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit et tout. Ouais, je peux mettre où la clé USB, s'il vous plaît Mais c'était ça. Il lui a dit je peux me brancher parce que j'ai besoin d'internet. Ouais. Il lui a dit tiens, même pas le wifi. Hein, lui. Ouais. Il y en a qui partent vraiment loin dans le. Ouais, Ça mythe est passionnant. c'est un petit fantasme. Ouais. C'est un petit fantasme. Voilà. Mais oui, on se concentre sur ça. On n'est pas sur le pentest applicatif pur et dur. Il y a d'autres bots qui font ça. Oui, vous êtes vraiment mais focus, j'ai hein. discuté avec certains pentesters et oui, ça les intéresse. Le fait d'exploiter. Et au final, tu te rends compte que quand tu pentestes ce type d'environnement, tu pentestes du Linux. Tu pentestes des trucs ultra bas niveau, tu vois. Il y en a qui utilisent des images Windows. Hein. Ouais. Ouais, ben je sais, ça n'a pas de. Faut aimer, hein. Ouais, je sais. Non, il y a des petits scénarios type des agents Azure DevOps par exemple. Tu peux les mettre sur un conteneur. Il y en a qui ont besoin d'avoir. On a des clients comme ça. Hein. Ils ont besoin d'un agent Windows Ouais, pour builder certaines choses et tout. Ouais, Du coup, .NET. ouais, c'est casse-tête. Hein. Mais bon, bref. Du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes? Je suis sûr que tu en as eu. Ouais. Il y a une petite anecdote. J'étais il y a quelques années sur alors voilà, c'était un gros compte. C'était un gros compte et avant de partir, quand je finissais ma mission, moi j'aime bien ça. Du coup, souvent c'est un peu plus tranquille, moi la fin de mission quand j'étais sur des longues Tu fasses missions. toutes les bases données et tu te barres après. Non, mais du coup, Casse tous les clusters. j'étais pas pentester, tu vois, mais généralement on te confie moins de trucs à la fin. Voilà, t'as un peu de temps et alors moi j'adore ça, quoi. Du coup, c'est parce que du coup, je fais ok, qu'est-ce que je peux leur donner comme hop, allez. Et si je remets un peu le contexte, c'était voilà, il y avait du Rancher sur du AWS, plusieurs clusters et ce genre de choses. Et bah, du coup, j'avais passé un petit peu de temps à aller un petit peu chercher, ok. Et je m'étais lancé le défi, mais comment depuis. Donc j'ai mon cluster Rancher qui manage d'autres clusters. Comment depuis ce cluster user, je pourrais péter le cluster Rancher en lui-même? Et parce que ça m'amusait. C'était par la prod, on est d'accord. Si, mais j'allais pas le faire. On est filmé, Vincent. Non, mais c'est ça,
ne pas le faire, mais savoir comment on peut le faire. Ou essayer de trouver quelque chose qui ne va pas. Si j'arrive à faire un LS à l'intérieur d'un disons des machines Linux du launcher, bah, je peux faire un RM, tu vois. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc le but c'était, en fait, la mise configuration, et c'est pareil, dans le cloud c'est toujours pareil, c'est très souvent des problèmes de config, c'est pas tant de la vulnérabilité, hein. Il y en a bien sûr, mais c'est très souvent, ok, j'ai mis un truc public, j'ai mis une règle IAM en trop, ce genre de choses, et en l'occurrence là, bah, sur les cluster users, ils avaient un rôle SSM, Service Manager d'AWS, là, SSM étoile. Et il n'y avait pas de... À l'intérieur, généralement, ce qu'on fait dans un cluster, pour éviter que les pods arrivent à choper le rôle du worker node, on installe des choses comme Kube2 IAM chez AWS. Je ne sais plus si c'est valable sur cette partie-là. Sur AKS, tu veux dire? Ouais, sur AKS, il y a Identity. On a tout ce qui est Airback managé par Azure AD. Ouais, mais il y a deux couches d'Airback après. C'est comment tu donnes accès au pod, comment le pod prend une identité. Je prends l'exemple de Google, c'est Workload Identity. C'est l'identité managée en fait. Voilà, identité managée. Voilà, et sans ça, sans ces activations, et ça c'est pas activé par défaut, hein, pareil. C'est Workload Identité, excusez-moi pour actuellement, parce qu'identité managée, il a été toujours en preview. Là, c'est Workload Identité qui a remplacé ça. Bref. Et le but, c'est normalement pour protéger le fait que ces pods puissent avoir trop de droits et prennent les rôles des workers qui sont souvent beaucoup trop en plus par défaut, avec beaucoup trop de droits. Généralement, on utilise ça. Je prends l'exemple de Google. On va utiliser Workload Identity. On va dire, on va créer un service account dans Cube. On va créer un service account IAM GCP dans le IAM du cloud. Et on va lui dire, celui-là a droit juste de faire un object viewer dans un S3, dans un bucket particulier. Et après, on link les deux avec Workload Identity. Sans ça, ça prend le pod automatiquement. Il prend le rôle du worker. Il suffit juste, du coup, j'avais juste à lancer n'importe quel pod avec la CLI AWS. Il peut faire ce qu'il veut. Et il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de network policy aussi? Bah non, c'est pareil. Parce que si tu as les droits et ta network policy t'empêche de te connecter à un vol par exemple pour récupérer une clé, même si tu as les droits, c'est mort. Ça dépend du. Là, tu es en train de me dire, donc il n'y avait pas de network policy. Il n'y avait aussi pas de network policy. Et droit open bar. Et c'était du coup. Double pan en fait. Ça avait été fait parce qu'à un moment, je crois qu'ils devaient récupérer un secret ou je sais plus ce qu'ils avaient fait. Mais du coup, ils avaient laissé ce truc-là. Et c'est pareil, quand on peut aller... c'est un peu le problème quand on commence à faire du cube un peu non managé dans les cloud providers. Du coup, les pods vont avoir accès aux metadata. Et si on a automatisé avec des startup scripts, on va pouvoir... Il y en a qui font du cube sur des VM, sur Azure. Ouais, non, mais j'en ai déjà entendu parler. Et là, il y a des problèmes de lire les metadata. Et quand on automatise, du coup, on met des startup scripts. Très souvent dans les VM. Bah oui. Et du coup, parfois, on met un token qui traîne ou si ça a mal été fait, pour s'enregistrer auprès des masters, on va l'automatiser comme ça. Du coup, le token, il est récupérable depuis un pod. Et tu vois, tu peux faire on peut biaiser beaucoup de choses. Et pour bloquer ce genre de, comment je bloque les metadata, soit il y a juste l'option bloquer metadata, soit on bloque avec des network policy, le trafic qui reste. Voilà, il y a plusieurs choses, tu vois. Si c'est pas managé, tu bloques les network policy, tu leur dis ok, tu peux pas sortir, tu peux pas aller taper cette URL, je t'interdis. Mais je te pose une question, pour faire tout ça, on est d'accord, il faut que l'image soit compromise. Je te pousse un petit code dans mon image pour que ce pod, je sais qu'il a un privilège. Donc je pousse une image qui sera montée dans ce pod-là, c'est là où ça peut faire... Ouais, du moment que tu peux lancer n'importe quel pod, et ça peut être fait depuis la CI/CD. C'est ça. Voilà, c'est ça la question. Comment un hacker, il peut pousser un truc pour compromettre... Soit, par exemple, ça peut être... il arrive à faire un reverse shell depuis l'externe. T'as une compromission, tu vois, il y avait des CVE qui étaient très élevés quand c'est sorti. CVE, si tu peux expliquer juste c'est qu'un CVE pour les gens qui... j'ai plus le mot, mais en gros c'est la base des vulnérabilités qui existent. Donc c'est toutes les listes de vulnérabilités. Voilà,
on appelle ça CVE, il y a un numéro, et tout ça, c'est toutes les vulnérabilités de sécurité qui Ok. existent. Donc, il y en a Je sais plein, que la NASA, donc, elle le fait aussi. Hein. Ils font souvent des rapports. eux, ils font des rapports, mais les CVE, c'est une base de données publique. D'accord, c'est différent. Ouais, c'est un peu différent. D'accord. Mais j'en étais où là? Là, on parlait d'un comment tu injectes un pod, Ouais, un code dans un pod qui commence à faire des. il y a plusieurs choses, hein. Il y a la partie, ok, depuis l'extérieur, j'arrive à compromettre un site web et faire un reverse shell dedans. Le virtual. Si tu arrives à faire un reverse shell, si tu n'as pas de network policy, tu vas à gauche, tu vas à droite. Si Ça. du coup, tu as des droits par défaut qui sont trop élevés, hop, tu montes. Tu montes des disques qui sont sous-jacents, tu peux, du moment que tu as accès à un pod, c'est open bar, disons. C'est là les droits. Si tu as mis en place, mais par défaut, il n'y a pas beaucoup de droits, Mm. il y a beaucoup de droits. Si tu n'as pas mis en place les network policy, les OPA, si tu n'as pas mis, par exemple, tout ça pour l'instant, OPA, network policy, ça t'analyse même pas comment le conteneur, réagit. Par exemple, par défaut, tu n'as rien qui te dit, ok, quelqu'un dans le conteneur a fait un bash, puis a écrit un fichier X, puis a exécuté ce fichier X à l'intérieur. Droguer tout ça. Hein. Et pour faire ce genre de choses, il faut un outil de runtime comme runtime protection ou détection, comme Falco par exemple, qui lui, c'est un outil open source. Ok, il va t'analyser, c'est une analyse comportementale des containers et tu lui mets tous les règles que tu veux. Tu dis, ok, quand par exemple, il y a suspicion de téléchargement de binaire GDB, par exemple, le GNU Debugger Tools, qui est c'est un outil qui a la capacité d'aller attacher un process qui est externe à lui-même. Si on fait un APM install, ce truc-là, bam, le pod il peut s'arrêter avec du sysdig. Imaginons, tu essayes de lire certains fichiers dans le pod ou d'écrire dans le pod. Tu mets des triggers en fait, où tu surveilles Voilà. dès qu'il y a. Tu mets tout un tas de règles comme ça et après tu prends des décisions derrière. C'est important ça parce que j'ai lu un article une fois, il y avait une société, en fait, il y a un gars qui a injecté un code pour. Le gars il minait du bitcoin en fait dedans. C'est pas du bitcoin mais bref, il faisait du mining, il avait du compute gratuit, ils se sont pas rendus compte. Ouais. Et là tu dis, là il faut voir du CPU déjà. Enfin... Et c'est pareil, t'as pas d'alerte particulier si tu crées 200 VM d'un coup, tu vois. Ouais. Personne, mais il y a en tout cas ceux qui sont pas vraiment matures, ils ont pas d'alerte sur le fait ça, que 200 VM simultanément viennent d'être créés. Surtout quand tu es sur le cloud. Ouais. On-prem, bon, ça va. Mais dans le cloud, si t'as pas d'alerte, tu vois, c'est important. open bar. Généralement, les gens, ils ont des quotas, ils ont des limites, ce genre de choses, mais c'est pareil. Falco, il a la capacité de lire les GCP audit log, les Azure log, AWS. Il lance des alertes, des notifications et tout. Voilà, il va lire. Et s'il détecte qu'il y a plus de 3 VM simultanément ou en moins d'une minute ou j'en sais rien, et il est capable de prendre des décisions, quoi. Bon, en tout cas, lui, il détecte, il te remonte une alerte. Ça dépend comment tu le configures. Après. Et après, tu mets d'autres potentiellement outils, tu fais un call à une cloud function qui fait, elle va les défoncer, j'en sais rien. Mais, de toute façon, c'est tellement large. Hein, c'est tellement large, mais c'est ça, c'est dans un cluster, t'as vraiment, quand tu pars de zéro, tu as la partie runtime protection, donc comment les conteneurs réagissent, ont des comportements anormaux, qui sont susceptibles d'être malveillants. Après, tu as la partie au niveau de Kubernetes avec je protège et je suis compliance en amont. Toute la gestion du réseau interne et externe, comment j'expose mes applications. Il y a 10 000 façons et les flux en fait. Déjà, il faut gérer bien les flux. Les flux internes, les flux externes, c'est cool Cube, mais il y a 10 000 façons de le faire. Si on s'y prend pas bien, on expose 10 load balancers comme ça. De 1, c'est compliqué dans la gouvernance. De 2, ça coûte plus cher aussi. Faut pas l'oublier. Hein. Tous ces trucs-là. Puis après, tu as toute la partie vraiment CI/CD, comment ton Argo va pouler des secrets et ce genre de choses.
comment tu utilises des secrets. Par exemple, dans Cube, tu n'utilises pas les secrets de Cube, quoi. En principe, t'es pas censé utiliser ça. Parce que des pas volts externes, c'est quand tout on est dans le cloud. Tout simplement parce que c'est pas encrypté. Quoi. Ouais, tu peux les récupérer en clair directement. Base 64, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Non, on est d'accord. Je me suis toujours demandé, j'avais vu un truc, un des mainteneurs, ou en tout cas membre de l'équipe de la release Kubernetes 1.28 là, qui disait pareil, n'utilisez pas de secret, utilisez Vault et tout. Mais c'est pareil. C'est pareil quand tu mets d'autres outils, Vault ou ce genre de choses, après il faut contrôler qu'un autre pod peut pas aller. La base, déjà, il faut que tu gères tes airbags. Sur Azure, on a ce qu'on appelle les access policy. Il y a l'accès, ouais. Et on a le flux réseau qui accède à ce Vault. Tu protèges ton cluster, tu protèges l'API du cluster, donc éviter de le mettre public, éviter d'avoir des nœuds publics aussi. Oui, c'est clair. Vraiment que ça soit bien configuré, limiter les nombres de personnes qui ont accès en tant qu'administrateur, les droits aussi, limiter surtout, parce que c'est équivalent à être admin, ceux qui ont des droits get, parce qu'on peut faire un get-YAML, et comme c'est pas encrypté, voilà. Tu vas avoir toute la config. Voilà, donc ceux qui ont les droits viewer, c'est équivalent aux droits admin. Parce qu'ils peuvent récupérer n'importe quel token dans le cluster. Ah oui, si t'es viewer, tu récupères le mot de passe de l'admin. En tout cas, non, mais tu peux récupérer des tokens, par exemple. Des service accounts, tu récupères ce que tu veux, parce que tu fais get-YAML, tu vois, de tous les secrets, ça passe. C'est clair, c'est clair. Donc, scanner les images aussi, C'est la base aussi. C'est ça, t'as toute cette sécurisation, OPA, administration, network policy, gestion des flux, runtime protection, et puis il y a toute la partie CI/CD. Comment j'ai mon image, mon code. Voilà. Il y a vraiment la partie pure code au début avec des outils comme Sonar, Snyk, ce genre de choses qui va automatiquement créer des pull requests, par exemple. Attention, CVE détecté, je te modifie ton Dockerfile, par exemple. Et il te fait automatiquement une pull request en disant utilise plutôt cette image. Parce qu'elle ne contient pas cette vulnérabilité, ce genre de truc. Donc ça, c'est bien d'anticiper déjà à la base. C'est ça sur la partie on va dire, purement code. Et après, il y a la partie aussi création de conteneurs, avec des scanners, Trivi, ce genre de choses. Il y a la partie aussi, du coup, infrastructure as code, parce qu'on déploie tout via infra. Donc c'est OK, comment ? Et c'est pareil là. Le conteneur enregistré aussi, là où tu stockes tes images. Et ouais, c'est juste. Oui, excuse-moi. Juste sur la partie infrastructure as code, c'est comment. Parce que c'est cool Terraform. C'est facile. C'est bien, mais je change le nom sans faire exprès du nom du cluster. Il fait pas de problème, supprimer, hop, recréer. Après, ça dépend comment c'est configuré aussi. Et faut faire super attention à ce genre de truc. Je connais un gars qui. un gars qui connaît un gars, ils l'ont viré d'ailleurs. Le state, il s'est pas rendu compte, en fait, il a modifié les variables, il a supprimé la prod. Ouais. C'est typiquement et du coup, tu peux mettre des règles OPA, par exemple, en disant, ok, non, ça, quand tu me demandes de supprimer, je te fais un Terraform plan, je prends le plan, je le fais checker par du OPA, et ce genre de choses, en disant, ok, ne jamais supprimer un cluster. Ne jamais mettre open to the world direct firewall. Voilà. Toute ta compliance doit être as code aussi, le plus en amont possible. Donc vraiment, toutes les règles de bonne pratique de sécurité, on évite les trucs publics. Voilà. Ouais, c'est la base. Voilà, toute cette partie avec du TFSec, après la partie checkcov et ce genre de choses. Après, scanner les images régulièrement. Donc avec security, tous les scanners qui sont sur le marché, on va dire. Voilà, qui sont sur le marché. Et très souvent, on va avoir des clients qui vont avoir fait disons, ouais, j'ai du Sonar ou machin, puis j'ai du Trivi, du Clair, ils ont bulleté les images, ils update dans leur container registry. Et après, par contre, les containers qui tournent en prod, ils sont incapables de les détecter, quoi, tu vois. D'où la partie runtime protection, détecter en real time que tu as une vulnérabilité là, quoi. Souvent, c'est la phase de création, tout va bien. Sécurisé. Elle ne contient pas de CVE, mais ils sont souvent incapables de détecter 2 semaines après, quand une CVE sort, ah merde, je suis vulnérable maintenant. Tu vois. Pour ça, à chaque fois, il faut. Et donc, il y a rebuilder les. Tu vois, même si l'image, elle bouge pas, il faut la rebuilder. Il faut la rebuilder. C'est important, ça. Faut toujours faire. Mais par contre, il y a des mauvaises pratiques, tu vois, dans la partie container. Éviter de faire des updates, parce que du coup, c'est jamais immutable.
parce que tu la rebuilds de jour en jour, bah, ça change quand tu fais de l'update. Ou ne pas faire comment dire, ne pas mettre de add, ce genre de choses, mais plutôt copy, parce que si quelqu'un arrive à injecter du code à côté, quand tu fais du add, ça va désarchiver, tu peux désarchiver de façon automatique. Et quand tu fais copy, ça copie juste. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Et des outils comme ils sont capables d'aller checker ce genre de trucs. De toute façon, c'est très large. Hein. C'est un mini SI. Hein. Exactement. Tu l'as bien. Ouais. Je disais que c'était un mini SI, comme tu l'as dit au début. C'est un système d'information. Moi, je pense qu'il faut qu'on se fasse une session. Vraiment. Hein. On monte un cluster. On t'appelle. T'arrives avec ta boîte à outils. Et là, tu nous montres un cas concret. Peut-être. On fera un épisode comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ça peut être très sympa. Ouais, ça peut être très sympa. Ça peut être sympa. Hein. Pour illustrer, vraiment montrer. Là, c'est un peu théorique, les gens, peut-être pour vraiment montrer ces attaques. Franchement, c'était très intéressant. Ouais. Franchement, moi, j'ai écouté du bien début à la fin. Super intéressant. C'est pas déployé. Je pense qu'il y a beaucoup de clients là qui ont déployé de la KS, de KS. Non, même pas. Qui se disent. En fait, ce qu'on a fait, c'est pas bon, les gars. Ouais. Ils est moderne et tout, mais. Ouais, ou c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue externe, je pense. C'est ça. Tu vois. Bien sûr. Quelqu'un qui a du recul, surtout. Voilà, petite question sur ça. On va finir sur la dernière question. Quand tu débarques chez un client, l'équipe sécurité, ça se passe bien avec eux? Ça dépend. Tu vois, le gars, il vient faire mon taf là, on n'est pas assez bon nous pour ramener des externes. Non, le but c'est pas le bienvenu généralement avec. Le but c'est d'essayer d'évangéliser, tu vois, de pas les prendre le plus d'armes possible, le plus. Tout le monde a des contextes différents, et éviter de dire oh mais c'est de la merde ton truc là. C'est nul, il faut éviter ça, c'est sûr. Non, mais tu l'as bien évoqué en fait. Il y a un contexte. Toi, t'es passé par là. C'est-à-dire, les gens, ils sont un peu dans le rush. Ils n'ont pas trop le temps. Il y a un turnover. Ils récupèrent un contexte. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont là, ils sont pas bons. Non, c'est pas ça. C'est juste une autre vision. Non, ils ont récupéré un historique aussi, tu vois. C'est prendre un peu de recul. Les forcer à juste sortir un peu, prendre une position un peu d'attaquant. Juste le micro un peu. Juste essayer de prendre une position d'attaquant quand il le souhaite. Ça peut être du Lodi, du pentest. Ça dépend vraiment, tu vois. J'aime bien le 4 mains, mais c'est vraiment essayer de faire juste prendre un peu l'air, prendre un tout petit peu de recul pour qu'ils se rendent compte vraiment du truc. C'est et comme je disais aussi, c'est mieux expliquer les risques pour la démonstration. Sensibiliser. Mieux expliquer ce genre de choses et pas juste dire. Vous devez vous défendre comme ça. Oui. Vous devez vous défendre comme ça. Je ne connaissais pas le mot à 4 mains, en fait, le pentest à 4 mains. Je pense que c'est un super concept parce que, comme tu l'as dit, en fait, faut être un peu humble et se positionner avec le client et dire ok, on s'assoit et on le fait ensemble. Une partie com, hein, tu vois. Là, il faut travailler sur la com. Hein, bien sûr. Plutôt que de venir à la fin et de dire ok, les gars, voilà ce que j'ai fait. Sur un score de 100, vous positionnez sur 20, vous n'êtes pas bon. Voilà ce qu'il faut faire. Non, je pense plutôt que de le faire ensemble, je pense que c'est la bonne démarche. En termes de com, je pense ils s'en rendent compte quand ils le voient. Oh là, je déroute. Oh merde. Bon voilà, hein, si vous voyez Vincent débarquer avec son équipe et son matos, sachez qu'il est là pour vous aider. C'est ça. Je parle de l'équipe sécu. Hein. En tout cas, un grand merci à toi. C'était super intéressant. Ouais. Donc je pense on va se revoir, mais en mode pratique. Hein. Dernière question. Allez vite. Allez. Est-ce que tu as des conseils? Parce que je pense qu'il y a des gens, tu les as passionnés là, par rapport à ce que tu as raconté sur tout le cycle de protection, le cycle d'implémentation des Kubernetes, peu importe la plateforme. Est-ce que tu as des conseils sur des gens qui veulent faire la même chose? Il nous reste pour 2 minutes, monter en compétence. Alors moi, il y a une certif que j'aime beaucoup et que je pousse, c'est la certif CKS, Security Kubernetes Security Specialist. Je trouve qu'elle est bien, elle a une vision un peu hacking, hardening, toutes ces problématiques. Faut s'intéresser vraiment d'un point de vue critique à Kube. Kubernetes, c'est pas la solution magique, donc faut aller au fond faut essayer d'aller le plus possible et de comprendre les concepts sous-jacents. Et sur toute la partie CI/CD, il y a des choses chez GitLab et tout ça qui sont très bien, qui sont orientées sécu, ce genre de choses. Suivre des blogs un peu comme ça. Et je pense aussi, la communauté est très ouverte. Et pour les juniors qui savent pas où aller ou qui veulent aller, venez discuter. Venez échanger avec nous.
on va vous apporter, toi, n'importe qui, une vision différente de l'école, par exemple. Bien sûr, la Et pratique, ça n'a rien à voir. c'est juste, voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec la communauté. Mais vraiment, personne ne m'a envoyé chier, si je peux le dire comme ça, dans la communauté quand je voulais parler avec des gens. Oui, sur bien des sûr, sujets. les gens sont ouverts. Ils sont très ouverts, donc pour les jeunes, pour ceux qui veulent changer, se réorienter. Vraiment La porte est ouverte. Quoi. la porte est ouverte. Plein de gens en France comment dire, voilà, sont ouverts. Il y a une autre chose aussi, il y a beaucoup de contenu anglais et des fois c'est en anglais. il y a beaucoup, voilà, mais faut mettre quand même en avant qu'il y a des bonnes boîtes comme Easy Training en France qui, pour des personnes qui ont du mal en anglais, ou souvent quand on n'est pas dans le cloud, on est très un petit peu franco-français, ce genre de choses. On a un peu de mal. On a du mal. Voilà, je pense qu'il faut pousser ces initiatives Bien sûr, qui font du très bon contenu français. Ça peut être un accélérateur pour certains. Super, aussi. moi je connaissais pas, je vais regarder. Mais en tout cas, super conseil. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et je pense qu'on va se revoir, c'est sûr. Donc, merci à vous aussi. Moumen, bon, toi, je te remercie pas. Pas de souci. Merci à toi aussi. Merci. Donc, Merci. abonnez-vous si vous avez bien aimé, likez, partagez. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao! Ciao. Salut.